Les relations entre l'Occident chrétien et l'Islam. Le choc des civilisations. Les croisades sont le symbole du choc entre l'Occident et l'Islam. Dans le monde musulman, la figure de Saladin reste encore aujourd'hui fort présente dans les esprits. Toute intervention occidentale dans un pays musulman est encore souvent vue comme une croisade, à laquelle répond le djihad. Des attentats du 11 septembre 2001 à New York jusqu'à Bruxelles le 22 mars 2016 sont-ils le signe d'une guerre totale entre l'Occident et l'islamisme radical depuis le Moyen Âge? Cette miniature représente Richard Cœur de Lion, le héros chevaleresque de l'Occident qui affronte Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie. En effet, pour les musulmans, l'agression des croisés au XIe siècle constitue le point de départ d'événements assez traumatisants et du début du déclin de l'islam. C'est néanmoins une déformation de la réalité de faire des musulmans les victimes des croisades. Au départ, ces pèlerinages armés devaient permettre aux chrétiens de retrouver le chemin de Jérusalem, où après des siècles de tolérance relative, les chrétiens sont persécutés. En 1009, le calife El-Hakim fait détruire le Saint-Sépulcre. En 1078, les Turcs seldjoukides s'emparent de la ville et empêchent les pèlerinages. De plus, les Turcs menaçaient l'Empire byzantin qui appelle à ce moment-là au secours ses frères chrétiens. La première croisade est donc plutôt une riposte à l'expansion militaire de l'islam. Après, évidemment, les massacres et les pillages seront commis par les deux camps, comme dans toutes les guerres. Au même moment où Richard Cœur de Lion et Saladin s'affrontent en Palestine pour Jérusalem, au même siècle en tout cas, un roi normand de Sicile, Roger II, un roi chrétien, a un de ses plus proches confidents, qui est un géographe et un scientifique arabe, Al-Idrissi, qui termine pour lui un abrégé de géographie. Le texte qui accompagne les 70 cartes faisait appel à la fois aux traditions grecques, chrétiennes et islamiques de la science, de la géographie et du voyage. On voit donc que l'histoire ne peut pas se réduire à un choc des civilisations. Il y a le choc des peuples, des États, des économies. Au Moyen Âge, en réalité, en Méditerranée, les musulmans se battent entre eux, les chrétiens se battent entre eux également, et donc si on doit simplement créer des blocs de civilisation, c'est très complexe. Au sein d'un même bloc musulman ou d'un même bloc chrétien, il y a en fait plusieurs ennemis. C'est vrai que la civilisation crée des points communs et un univers mental pendant des siècles. Il y a des différences entre les musulmans et les chrétiens, bien entendu. Selon l'historien Oswald Spengler, la civilisation d'ailleurs est l'unité culturelle de base d'une personne finalement avant sa nation. C'est tout un débat de savoir si une personne est plus influencée par sa civilisation ou par l'endroit où il habite. Le contexte donc du XIIe siècle, lorsqu'il y a cette deuxième et cette troisième croisade, la troisième croisade, la fameuse croisade de Richard Cœur de Lion, est un contexte où la Méditerranée est partagée donc entre trois civilisations. Ceux qu'on peut appeler les chrétiens romains, dont effectivement le pape est le chef spirituel, celui qui incite d'ailleurs à la croisade. Il y a les pays chrétiens orthodoxes, dont la capitale Constantinople est la capitale donc de l'Empire byzantin, la civilisation byzantine, dont on voit qu'elle commence à être petit à petit démantelée par notamment l'arrivée des Seldjoukides, le sultanat seldjoukide. Et puis il y a les pays musulmans, mais qui eux-mêmes sont divisés. On voit du côté de l'Espagne actuelle un empire almoravide, en Égypte un califat des Fatimides. En plus, il y a donc les Turcs seldjoukides qui sont arrivés au Moyen-Orient. Et donc on voit que ces trois blocs de civilisation sont eux-mêmes d'ailleurs divisés, même si la troisième croisade est menée par Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. Philippe Auguste, roi de France, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, et bien en réalité ils se disputent très rapidement. Et Philippe Auguste quitte d'ailleurs la croisade assez rapidement. Quelles sont les dates importantes à retenir? Tout d'abord à gauche, pour la civilisation musulmane, il y a cette victoire des Turcs à Manzikert en 1071, le Turc seldjoukide, qui va permettre aux Turcs de conquérir l'Asie mineure, la Syrie et l'Iran. Ils sont musulmans, mais paradoxalement, l'arrivée des Turcs au Moyen-Orient va déstabiliser justement les califats et la civilisation musulmane. Al-Idrissi est né vers 1100 et symbolise justement le contact entre les civilisations et non le choc.
à l'inverse de Saladin, qui, à partir de 1171 et de l'Égypte, va reprendre Jérusalem aux croisés en 1187 et intensifier le djihad, ou guerre sainte. Pour les chrétiens, le combat contre les musulmans ne commence pas au XIe siècle, ne commence pas nécessairement à Jérusalem. En 1085, en Espagne, la ville de Tolède est prise par les chrétiens, où ils affrontent déjà les musulmans depuis l'arrivée des musulmans au 8e siècle. La première croisade, qui se déroulera entre 1096 et 1099, marquera la naissance des États latins d'Orient, de cette présence chrétienne qui va demeurer jusqu'au XIIIe siècle autour de Jérusalem. La deuxième croisade est un échec total. Le roi de France Louis VII et l'empereur d'Allemagne Conrad III. Elle n'arrivera pratiquement même pas à destination. Et quant à la troisième croisade, cette fameuse croisade de Richard Cœur de Lion, elle a fortement été exagérée, même s'il est vrai qu'entre 1189 et 1192, Richard Cœur de Lion réussit à prendre la forteresse de Saint-Jean d'Acre, il ne réussira pas à reprendre Jérusalem à Saladin. Ce serait plutôt même un match nul. La troisième colonne représente la Sicile, et la Sicile est sans doute l'endroit le plus intéressant de la Méditerranée au XIIe siècle, où il se passe beaucoup de choses. Au départ, l'île a été très longtemps, a fait partie très longtemps de l'Empire byzantin. Ensuite, elle a été conquise par les musulmans, et puis en 1058, jusqu'à 1091, c'est une conquête très longue, elle est conquise par les Normands. Donc les Normands, ce sont les Vikings, ils viennent du Danemark, de Norvège, etc. Et effectivement, en 1101, le comte normand d'Épouille, sud de l'Italie et en même temps duc de Sicile, Roger II va petit à petit imposer un pouvoir de plus en plus fort jusqu'à être sacré roi de Sicile en 1130 à Palerme. Et c'est en 1139 donc qu'arrive le fameux Al-Idrissi qui commence son travail à propos de sa compilation géographique. Al-Idrissi achèvera cette œuvre en 1154, donc d'ailleurs un petit peu après la mort de Roger II, ce roi tolérant et qui acceptait les chrétiens et également orthodoxe, qui acceptait les chrétiens catholiques et qui acceptait également les musulmans sur son île. Pourquoi les civilisations connaissent des difficultés, parfois disparaissent? Oswald Spengler, dans Le déclin de l'Occident en 1918, a très bien résumé comment vit une civilisation. Elle traverse en fait les mêmes phases évolutives que l'homme, l'enfance, la jeunesse, la maturité, la vieillesse. Et donc on peut dire qu'au XIIe siècle, il y a une civilisation qui est en pleine jeunesse, qui est en plein développement, c'est la civilisation chrétienne romaine, et une civilisation qui est en pleine vieillesse, c'est la civilisation byzantine, qui est en train de petit à petit s'affaiblir, et puis une civilisation qui connaît ses premiers signes de maladie, de division, de problèmes. La principale cause au déclin des civilisations, c'est ce qu'on appelle la mimésis, c'est-à-dire l'imitation sociale des ancêtres. Ce qui, d'un côté, est évidemment positif, puisque ça permet la transmission des savoirs, et effectivement, la civilisation musulmane a transmis des savoirs très importants tout autour de la Méditerranée, en reprenant notamment l'héritage grec. Mais à un moment, la mimésis empêche également le progrès, le changement, et donc le développement de la civilisation. Souvent, quand on idolâtre le passé et qu'on se retourne vers le passé, ça entraîne des catastrophes face aux innovations des autres. Les exemples sont nombreux dans l'histoire militaire de civilisations qui se sont écroulées parce qu'ils ne se sont pas adaptés militairement aux autres. Une société peut également connaître la désintégration, et c'est plutôt ce qui se passe plutôt pour l'islam à partir du XIIe siècle, c'est-à-dire qu'elle va rester figée dans une structure totalement inflexible, déchirée par les luttes internes, calife contre calife, turc contre arabe, ce qui va provoquer plein de déséquilibres à la fois au niveau social, et en plus de cela, il y a bien sûr la menace extérieure, qui est principalement celle des chrétiens d'Occident. Et donc à partir de là, c'est les critères qui expliquent pourquoi l'islam est en déclin. Par contre, pourquoi est-ce que les chrétiens d'Occident vont connaître à partir du XIIe siècle une croissance, alors que les croisades sont un échec? C'est parce que justement ce défi, ce contact avec les musulmans vont provoquer en Occident une activité créatrice, une réponse qui va justement un peu secouer les habitudes et les traditions et permettre aux chrétiens d'Occident de progresser. La réponse au challenge, ce que l'historien Toynbee appelait challenge and response, chaque civilisation reçoit des challenges auxquels elle doit répondre. Mais cette réponse vient souvent d'une élite qui va tenir tête aux défis, qui va entraîner la majorité non créatrice, soit par l'inspiration,
soit par le dressage social. Il est très clair que l'inspiration religieuse a été très très forte dans le christianisme occidental et que le dressage social, évidemment, la création des royaumes, des empires, d'entités politiques très puissantes dans cette fin de Moyen Âge en Occident, va permettre justement de répondre au défi qui était le fait que la civilisation chrétienne occidentale, l'Europe était en position de faiblesse par rapport à l'immense et richissime civilisation musulmane.